Vous en avez ras-le-bol de répondre aux mêmes questions par email, vous en avez ras-le-bol de faire des appels de vente avec des prospects qui ne sont pas qualifiés, vous en avez marre de passer 30 minutes à chaque téléphone, de tout réexpliquer comment vous procédez, plutôt que d'apporter vraiment de la valeur à la personne qui vous contacte. Franchement, vos prospects, ils pourraient faire un petit effort, non? Et puis s'informer un peu sur qui vous êtes et ce que vous faites avant de vous appeler. Et pourtant, les études montrent qu'au moins 60% de vos acheteurs font bien leur recherche avant que vous vous contactez. Et que s'il manque des infos de leur côté, souvent le plus gros coupable, c'est vous. Alors, comment votre site internet peut faire tout ça? Et bien plus, à votre place. Dans cette vidéo, je vous explique les 8 éléments que votre site internet doit avoir pour que vos prospects arrivent informés et qualifiés et que vos premiers appels servent vraiment enfin à parler de votre valeur plutôt qu'à tout réexpliquer depuis le début. Pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Si vous cherchez à travailler avec un prestataire et que vous avez devant vous 5 sites internet de prestataires potentiels qui pourraient vous convenir, qu'est-ce que vous préférez? Devoir fouiller pour trouver les infos de base sur les prix, les délais, le processus, sans vraiment savoir même si les services qui sont offerts sont vraiment pour vous, et finalement passer par un formulaire juste pour poser une question basique, ou alors avoir assez d'informations sur le site pour pouvoir faire un premier tri vous-même. En tant qu'acheteur, la réponse elle est évidente, hein. Personne n'a envie de contacter 5 prestataires pour obtenir ce que le site aurait pu vous donner en 2 minutes. Maintenant, retournons à la question. Vous, en tant qu'entreprise, vous préférez peut-être qu'on vous contacte, parce que ça vous donne un point d'entrée, même si c'est pour des questions parfois banales, ça vous donne une occasion de convaincre, une occasion de vendre et une occasion de faire un premier contact. C'est une logique qui se comprend parce que c'est des gens qui, sur le long terme, peuvent devenir clients. Sauf que regardons ce que ça donne vraiment. La personne qui vous contacte pour des infos basiques. Vous faites un appel, vous expliquez votre processus, vos prix, vos délais, vous faites plus ou moins toujours le même pitch d'explication, vous répondez à ses questions, à ses craintes, à ses objections. Du coup, vous vous rendiez compte que votre budget est 3 fois trop élevé ou que vous ne travaillez pas avec des entreprises comme la sienne pour une raison XY. Et ces informations-là, elles auraient pu figurer sur le site et préqualifier déjà la personne. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à mettre cette énergie encore et encore sur des contacts qui n'étaient pas vraiment qualifiés dès le départ? Est-ce que vous pensez vraiment, de mémoire et d'expérience, que ces contacts-là, vous apportez vraiment des clients? Parce que si quelqu'un a comparé 5 prestataires, que votre site internet est le plus complet, le plus honnête sur ce que vous faites, qui répond le plus à ses demandes, à ses questions, à ses objections, et que lui, il a choisi de vous contacter sur la base de ça, eh ben, cette prise de contact, elle vaut vraiment quelque chose. C'est pratiquement dans la poche avant même d'avoir décroché le téléphone. Et oui, ça va demander d'accepter que votre site internet filtre certaines personnes avant qu'elles vous contactent, ça c'est une réalité. Et c'est parfois un petit peu flippant, mais c'est exactement là que ça peut devenir très efficace. Alors pour commencer, mon point numéro un, du contenu, du contenu, du contenu. L'idée c'est de ne pas avoir peur d'informer les gens. Beaucoup de sites internet ont peu de contenu, surtout les sites vitrines. C'est un peu une peur que je vois chez les entrepreneurs. Ils ont peur que ce soit lourd, ils ont peur qu'il y ait trop d'informations, il doit rester simple, rester clair. Les gens de toute façon ils lisent pas tout ça, il faut juste 3 lignes pour présenter chaque information, mais une belle image, etc., etc. Je suis d'accord qu'il faut rester clair, je suis d'accord qu'il faut rester synthétique. Mais à mon avis, c'est une fausse bonne idée, réellement, de penser que peu de contenu va être mieux que beaucoup de contenu. La question, c'est pas d'avoir beaucoup ou peu de contenu, la question, c'est la présentation. La manière dont vous présentez votre contenu aura beaucoup plus d'importance que la manière dont vous l'écrivez et la quantité que vous en faites. Un contenu bien structuré va se lire même si vous lisez en diagonale. D'accord? Si vous avez du contenu mis en vrac sur votre site, sans vraiment de structure, ni de travail de mise en forme, avec des gros pavés de texte, évidemment, vous allez fatiguer le lecteur. Mais si vous avez un contenu avec des titres 1, des titres 2, des titres 3, des paragraphes qui sont courts, des listes, des longueurs de lignes qui ne sont pas trop longues pour que la personne n'ait pas besoin de faire comme ça, puis de partir jusqu'à la fin pour trouver l'information, et quelque chose qui est juste bien designé en termes de présentation, eh ben la personne, il peut scanner ça en 20 ou 30 secondes et comprendre l'essentiel. Des listes, des icônes pour illustrer les choses, des témoignages qui ressemblent à des témoignages, une FAQ qui ressemble à une FAQ avec un accordéon. Utiliser ce que les gens ont l'habitude de voir plutôt que de mettre du contenu sans le structurer. Et du coup, si la personne se pose des questions, elle aura naturellement l'œil qui va être attiré par une FAQ. Si une personne cherche vos bénéfices, elle va être naturellement attirée par des icônes qui mettent en avant des bénéfices. L'idée, c'est qu'on utilise ce qu'on a l'habitude de voir, sans forcément réutiliser tout ce que font les autres, simplement en le réinventant et en le remettant à sa sauce, pour que la façon de découvrir les informations soit simple et soit efficace. Ce que le contenu doit couvrir, c'est vraiment ce que vous faites. Comment, pour qui, dans quel délai, les informations principales que les gens vont demander quand ils vous contactent et qui vont perdre du temps et de l'énergie. Si la réponse est sur le site, elle ne passera plus par un email ou un appel, ce qui sera potentiellement inutile. La forme, elle aura l'immense avantage de rendre le fond accessible. Mais le problème, c'est que du contenu sans qualification, ça attire tout le monde, donc y compris des prospects qui ne vous correspondent pas vraiment. D'ailleurs, si vous êtes un peu perdu avec ces notions de contenu, ces notions de qu'est-ce que je voudrais mettre sur votre site et puis comment le structurer, et vous vous dites peut-être, mon site internet fait peut-être pas bien ce travail-là, vous avez un lien en description qui vous amènera vers mon diagnostic gratuit que vous trouverez ici, où c'est qu'il vous suffit de mettre l'adresse de votre site web et puis de me donner quelques informations sur ce qui vous inquiète aujourd'hui sur votre site internet. Par exemple, mon contenu est pourri.
Et vous faites suivant, et ensuite vous mettez votre nom, votre email, comment vous avez entendu parler de moi, et là, moi, je vous réponds par une vidéo où c'est que je vais analyser votre site internet et vous faire un retour de 10 à 15 minutes où c'est que je vous présente comment vous pouvez améliorer l'acquisition, donc avoir plus de trafic, comment vous pouvez améliorer les conversions, donc pousser les gens plus facilement à vous contacter une fois qu'ils sont venus sur le site, et puis de manière générale, les actions à entreprendre pour améliorer le site internet dans les prochains mois, très rapidement, facilement, sans forcément tout réinventer. Les 100% gratuits, livrés sous 7 jours, il suffit d'aller sur le lien en description. Le premier point que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez passer pas mal de temps à expliquer ce que vous faites pour essayer de convaincre les gens de travailler avec vous. Mais un élément qui est intéressant et qui est important, c'est aussi de dire pour qui vous n'êtes pas. C'est-à-dire que la qualification commence par éliminer des prospects qui de toute manière ne travailleraient pas avec vous. D'accord? Pour ça, la page qui présente vos services est un bon moyen justement de faire ce genre de tri. Par exemple, vous pourrez être, quand on est architecte, très bien mettre je ne fais pas des plans sur commande. Si vous me choisissez, c'est vraiment pour ma vision, pas pour exécuter simplement ce que vous avez déjà en tête. C'est pas ma philosophie. Si vous cherchez un simple exécutant, passez votre chemin. Donc là, c'est simplement une question d'alignement. Est-ce que vous êtes aligné avec la manière de travailler de la personne? Autre exemple, un coach en ressources humaines qui peut dire moi je travaille avec des dirigeants qui veulent faire évoluer leur management, mais je ne suis pas là pour gérer les conflits internes de votre entreprise à votre place. Ce n'est pas mon travail. Ou encore, je travaille uniquement avec les entreprises de plus à 20 ou 30 employés. Ça, c'est une question caractéristique. En dessous de ça, le coaching de ressources humaines n'a pas vraiment de valeur. Et là, vous pouvez même expliquer pourquoi vous pensez que sous 20 employés, ça peut être utile. Et une personne qui vient sur le site et qui a, je sais pas, 5 ou 6 personnes dans son entreprise va peut-être se dire ah, finalement, j'ai peut-être pas besoin d'un coach RH. Il faudrait plutôt que je fasse ce que lui recommande rapidement en quelques mots sur le site. Et ça va faire qu'il ne va pas vous contacter. Mais finalement, si la personne vous dit j'ai 5 employés, et puis vous dites mais non, en dessous de 20 employés, il n'y a pas d'utilité, ça ne vous sert à rien qu'il vous contacte. Vous pouvez aussi faire une section ce que je fais, ce que je ne fais pas, ou pour qui je suis pas. Cette petite comparaison, elle est sympa. Moi, je l'ai faite sur mon site, sur la version actuelle de mon site internet. Ça ne sera peut-être plus le cas parce que je suis en train de le refondre. On a deux parties. Ne me choisissez pas si, et choisissez-moi si. Et vous voyez qu'il y a des caractéristiques, notamment une question de rechercher la solution budget ou un budget de moins 5 000 francs, mais il y a aussi des questions d'alignement. Votre site doit vous aider à faire grandir votre boîte, et ce n'est pas juste un site qui doit montrer que vous existez. Votre site internet se fait par obligation ou alors c'est un projet de passion. Ça va permettre de me dire, ok, la personne qui veut travailler avec moi, elle est déjà engagée dans le projet. C'est pas quelqu'un qui veut juste faire un site et qui va pas du tout s'engager et vous savez que ça va être difficile d'obtenir des informations, du contenu et d'aller de l'avant. Et que je vais presque le forcer à faire un site parce qu'il se dit juste j'en ai besoin là. Ça m'intéresse pas vraiment ce genre de client. Troisième point que je trouve très intéressant, ça peut aider à qualifier, mais c'est aussi un moyen de initier le dialogue en fait, c'est de présenter vos réalisations, mais aussi de les présenter de manière sectorielle et de leur donner un petit peu plus de valeur que simplement quelques photos. D'accord? Si vous êtes de la construction, par exemple, vous pouvez faire des bâtiments pour les entreprises, vous pouvez faire des villas familiales, vous pouvez faire de la rénovation, du génie civil. Donc la première chose, c'est de structurer vos réalisations pour les diviser en différentes catégories. Ce que beaucoup de gens font et ce qui est déjà une bonne base. D'accord? Ça permet à la personne qui est intéressée par une villa de cliquer sur l'onglet villa et de voir les réalisations que vous avez faites. Maintenant, les images, les galeries de photos, tout ça, c'est bien, mais vous pouvez aussi faire une petite page par réalisation avec un peu plus d'informations. Je vous conseille d'éviter les études de cas complexes. Vous pouvez en faire si vous êtes motivé, mais le problème, c'est que souvent, c'est une paralysie que vous allez avoir à chaque nouveau projet terminé, de vous dire, je fais les photos, je dois mettre encore une étude de cas sur le site, ça va me demander du temps. Donc, vous avez meilleur temps, à mon avis, d'avoir quelque chose de plutôt minimaliste que vous remplissez, plutôt que d'avoir quelque chose de très complet que vous ne faites pas. D'accord? Donc ça, c'est un truc que je vous conseille. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre des caractéristiques généraux. Si vous faites de la construction, dire les lieux approximatifs, les contraintes que vous avez eues, les objectifs qui étaient définis au départ, et peut-être même une unité de prix. Ce projet a été fait dans une fourchette de temps à temps. J'en parlerai un peu plus loin. Et surtout, mettez un appel à l'action directement sur la réalisation en disant ce genre de projet vous ressemble, contactez-nous. Et la personne, là, d'un seul coup, elle a vu une réalisation qui a flashé et qu'elle se dit ah super ce qu'il a fait là, j'ai envie de le contacter parce que cette réalisation me parle. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez parler avec la personne, avec le client potentiel de son projet, lui va vous dire immédiatement oui, je vous ai contacté parce que j'ai vu cette réalisation. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour en lancer la discussion. Dès le moment où c'est que vous avez des métiers qui sont visuels, ça permet aussi d'envoyer une référence un petit peu visuelle de ce que la personne elle attend. C'est ce genre de choses que je veux. Ça peut aussi être complémentaire à envoyez-moi une ou deux photos dans le formulaire de contact de ce que vous cherchez. C'est des choses qui peuvent vraiment aider la discussion et simplifier le processus ensuite. Quatrième point que je trouve très important, c'est la FAQ. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent de manière un peu absurde en vase clos. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah ça serait bien de pouvoir répondre à des questions sur mon site parce que je sais que c'est bon pour le référencement et je sais que les gens qui se posent des questions, ils ont des réponses rapides. C'est un truc facile à faire. Mais le problème, c'est qu'on va chercher des questions un petit peu à partir de nulle part. Alors évidemment, parler de budget, parler de délai, c'est des choses qu'on va de toute façon adresser. Mais il y a des choses parfois qui reviennent systématiquement et que vous avez peut-être oublié. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vouloir inventer des questions que personne ne se pose vraiment, mais c'est de réfléchir à quelles questions vous recevez fréquemment. Et pour ça, allez voir vos emails, allez voir vos dernières demandes, vos dernières notes que vous avez prises lors des rendez-vous, et essayez de vous souvenir de vos derniers appels, notamment quelles sont les 5 questions que vous avez dans les derniers appels que vous avez fait avec les clients, et essayez d'utiliser ça comme base pour vraiment répondre à des questions concrètes.
Parce qu'en fait, vous allez répondre à la question que vous avez l'habitude d'avoir et ce sera beaucoup plus facile d'écrire ces contenus-là. En termes de format, moi je vous conseille d'avoir des micro-FAQ, donc des micro-FAQ qui sont contextuels, qui vont être basés sur ce que vous êtes en train de dire dans la page. Une FAQ sur la page de service, une FAQ sur la page d'accueil. Évidemment, ces FAQ, elles n'auront pas forcément la même nature en fonction de où elles se trouvent. Sur la page de l'accueil, elle sera beaucoup plus généraliste, et sur la page d'un service spécifique, elle sera vraiment très spécifique à ce service. Ça ne vous empêche pas de créer une page, hein, donc la page dédiée. Je ne dis pas de page dédiée, mais ça ne vous empêche pas de la créer, simplement, ça va être un moyen de regrouper ces FAQ. D'ailleurs, si vous êtes curieux à ce sujet-là, moi je considère carrément que c'est un super pouvoir de qualification, et j'ai fait une vidéo complète qui vous explique comment bien contextualiser votre FAQ sur le site internet de votre entreprise. Et pour vous donner des exemples concrets, un fiduciaire, il va peut-être se rendre compte que la question «Travaillez-vous avec Bexio?» revient systématiquement. Et si vous ne travaillez pas avec Bexio, il faut le mentionner directement, sinon la personne qui l'utilise depuis 3 ans et qui cherche un nouveau prestataire, elle va découvrir ça au moment de l'appel. Et potentiellement, elle n'a pas envie de changer de tout son système comptable juste parce qu'elle veut travailler avec vous. C'est une friction inutile. Elle a meilleur temps d'aller vers un fiduciaire qui est reconnu par Bexio et qui travaille avec Bexio, par exemple. Autre exemple, l'électricien qui fait des contrôles électriques. Si la personne, quand vous allez sur place, elle vous dit «Ah, mais j'ai pas de plan électrique de la maison», ce qui est peut-être quelque chose que vous avez besoin pour faire votre contrôle, parce qu'elle l'a perdu et que la maison a été construite il y a 30 ans ou que l'entreprise qui avait fait les plans n'existe plus, ben, vous aurez pu déjà avoir cette conversation avant de vous pointer sur place. Donc c'est toutes les informations qui sont un moyen de préqualifier aussi, puis aussi peut-être que simplement vous ne travaillez pas dans ces conditions-là. Un autre élément qui est, je trouve, intéressant, qui n'est pas hyper fort sur des FAQ très spécifiques, mais qui peut être bien sur des FAQ plus générales, c'est que ces questions, elles sont indexées par Google. Non seulement elles vont être des réponses qui pourront apparaître dans les résultats de recherche IA, ou alors vous aurez carrément des réponses qui seront données un peu plus bas, après les premiers résultats de recherche, où c'est que vous aurez des questions et des réponses qui seront données sur des autres sites, qui sont généralement des questions liées à ça. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes le seul à répondre à certaines questions que les gens se posent fréquemment, en tout cas dans une région donnée, vous avez des chances d'apparaître là. Et la FAQ, c'est un bon moyen d'améliorer un petit peu le référencement de votre site à moindre coût. Point numéro 5, la notion de prix. Donc, afficher un prix, même indicatif. Pour référence, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, c'est que je vous explique toute la psychologie derrière le fait de mettre un prix sur son site ou pas. En résumé, moi je pense qu'il faut mettre un prix sur votre site. Spoiler, ou alors du moins une notion de prix, parce que la question du budget, elle va revenir dans 100% des premiers appels. Moi, j'ai trop eu de téléphones, et je pense que vous avez vécu ça aussi, où on va passer 30 minutes, 40 minutes à défaire les besoins du client, à discuter de tout ce qu'on peut faire avec ce qu'il a comme projet, se rendre compte que c'est un projet super stimulant, pour finalement arriver à dire bon, mon budget, c'est quoi votre budget? Et la personne, elle dit ah, je pourrais pas mettre plus que ça 100 balles, alors que mes sites internet commencent à 5000. Donc, quand on est avec une situation où c'est que le budget est 10 fois inférieur, ça n'avait pas de sens qu'il me contacte. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que le budget est vraiment important, et ça enlève une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de passer tout l'appel à se dire où c'est qu'on va le mettre avec le budget? Comment est-ce qu'on peut cadrer le budget? Alors évidemment, on ne peut pas budgétiser tout précisément, mais l'idée c'est d'essayer d'utiliser des fourchettes, d'accord? Vous pouvez utiliser des prix fixes sur des services où vous savez que c'est fixe, mais vous pouvez utiliser des fourchettes pour dire à partir de, indiquer que des facteurs peuvent varier, que les niveaux de prestations différents vont augmenter les prix à un certain multiplicateur, etc., etc. Mais essayez autant que possible de clarifier ces infos. Et puis quand c'est vraiment impossible, par exemple si on parle de construction de villa, ce que vous pouvez faire c'est mettre des prix indicatifs sur les réalisations, comme je l'ai dit plus haut. Vous pouvez dire que cette villa-là, elle a été faite à moins de 500K, et cette villa-là, elle a été faite à plus de 500K. Alors évidemment, je pense qu'en Suisse, des villas à moins de 500K, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous donner un exemple. Et puis même, si on prend l'exemple toujours de la construction de villas, une entreprise comme Villatype, par exemple, qui sait plus ou moins ces modèles de villas, à quel prix elle peut les proposer, elle va pouvoir mettre un prix indicatif, elle pourra peut-être même mettre des prix sur réalisation qui seront très bien. Et la personne, elle va pouvoir se projeter grâce à ça. Mais si on prend une autre entreprise de construction qui fait quelque chose de pratiquement similaire, on n'est pas forcément conscient que cette entreprise de construction qui n'a pas tout qui est productisé comme Villatype, qui n'a pas ses prestataires déjà définis avec des grosses marges sur à peu près tout, elle est capable elle ne se rend peut-être pas compte que ces villas qu'elle a fait sur mesure, vraiment spécifiques au client, même si elle ressemble à la villa Villatype, elle va être 1,5 fois plus chère. Et puis on ne se rend pas compte que peut-être la villa a l'énergie, que peut-être la villa a des panneaux solaires, qu'il y a une pompe à chaleur, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Donc évidemment, donner des idées de prix, ça aide. Et puis surtout se rendre compte que on a l'idée, nous en tant que prestataires, que les gens savent un peu les prix, alors qu'en fait souvent ils ne les savent pas du tout. Je peux vous donner un exemple, avec ma femme, toujours dans la construction, on avait pour projet de refaire le local à vélo de notre maison, de l'agrandir un peu parce qu'il était un peu petit. On s'est dit, on va demander un peu une offre pour voir, quoi. Et on pensait que c'était quelque chose qu'on pouvait faire à 4 ou 5 000 francs, simplement on fait venir un menuisier, on fait une dalle un peu plus longue, quoi. C'était 4 à 5 fois plus cher au minimum juste pour faire la dalle. Donc du coup, on est tombé de haut et on a abandonné l'idée. Alors c'est une situation un peu différente, évidemment on ne peut pas adresser toutes les problématiques, mais c'est pour dire que souvent on est complètement déconnecté de la réalité des prix d'un travail. Et donc les afficher sur un site internet, même de manière un petit peu indicative ou même juste
purement informative, eh ben, ça peut déjà avoir un gros effet et aider la personne vraiment à se positionner. Et puis bah, évidemment, si le projet de cœur qui voit est parfaitement dans son budget, bah, vous avez une personne qui est encore plus qualifiée que ce que vous auriez fait si vous aviez dû le convaincre par téléphone. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'éliminer la discussion des prix, c'est que le prospect arrive avec des attentes qui sont déjà alignées par rapport à ce que vous proposez. Sixième point, on a parlé des prix, des délais, des réalisations, et on commence à avoir une image un peu complète de ce qu'il faut, mais le prospect aura aussi envie de comprendre comment vous travaillez concrètement. Quand il commence à travailler avec vous, comment ça se passe, comment vous vous engagez, qu'est-ce que ça va lui demander à lui, quels sont les délais, etc. Le client potentiel, lui, il imagine en l'absence de processus visible que c'est un peu opaque. On prend l'exemple d'un fiduciaire. Si vous travaillez avec nous comme fiduciaire, ben, il suffit de nous contacter et on travaille ensemble. Bon, mais ça veut dire quoi de travailler ensemble? Moi, en tant qu'entrepreneur, je dois faire quoi? Vous donner des journaux de comptable, des accès à mon système comptable. Qu'est-ce que je devrais vous fournir pour faire ma déclaration d'impôt exactement? Alors, toutes ces choses-là peuvent varier, mais disons qu'il y a déjà une base que les gens doivent comprendre pour pouvoir commencer à travailler avec vous. Le client ne sait pas à quoi il s'engage et c'est pas en fait la complexité en fait du processus que ça va demander de travailler avec vous. Et si vous le détaillez dans un processus simple et clair, vous arrivez assez facilement à éliminer ces frictions, à éliminer ces objections, et d'un seul coup à rendre finalement les attentes beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines pour la personne. En fait, ce que vous allez faire avec ça, c'est essentiellement de retirer de l'anxiété à l'acheteur. Et ça, c'est hyper important. Donc pour ça, vous mettez 4 à 6 étapes numérotées, avec une phrase claire par étape, et puis surtout, vous les numérotez. Moi, je pense que c'est un truc qu'on oublie, ou alors vous montrez que c'est une timeline, ou que c'est une ligne, ou quelque chose. Visuellement, il faut qu'on ait l'impression que c'est un processus. Ça, c'est très important, comme je vous l'ai dit avant, parce que la structure visuelle va permettre à la personne de s'y retrouver très facilement. Par exemple, vous pouvez mettre un processus du genre, vous nous envoyez votre demande, numéro 1, numéro 2, on vous répond sous 48 heures, numéro 3, on se retrouve sur site pour discuter de vos besoins, numéro 4, on vous envoie un devis détaillé, numéro 5, on démarre à la date convenue. Affichez les délais, des notions de ce que vous avez besoin de votre côté. Par exemple, au moment de la visite sur site, ça serait utile que de votre côté, vous ayez déjà préparé ces documents. Pas besoin que ce soit un manuel hyper complexe, juste assez pour qu'on comprenne comment ça se passe avec vous. Ça rejoint la fac sur certains points, mais le processus peut déjà intégrer ces éléments-là. Ce que ça change, c'est que le prospect qui connaît votre processus, il vous pose plus certaines questions, mais surtout, il peut se projeter. Il se dit, ok, si je le contacte aujourd'hui, la prochaine étape, c'est que dans 48 heures, il va me contacter. Je sais où on va, j'ai pas de surprise, je suis serein, on peut aller de l'avant, parce que je vois comment lui va faire pour me prendre par la main durant tout ce processus. Maintenant, le processus, lui, il cadre les attentes, mais sur un site de service, une chose manque encore pour vraiment créer la confiance, à mon avis, et le texte seul ne peut pas vraiment remplacer ça, c'est de l'humanisation. C'est créer en fait un lien avec la personne qui vient voir votre site internet, c'est créer une forme d'intimité, quoi que ça veut dire, en vous présentant et en vous mettant en avant. Et la première idée qu'on a quand on veut faire ça, c'est de mettre des photos pour humaniser. C'est quelque chose de très bien, mettre une photo de l'équipe, une photo de vous en train de travailler, tout ça c'est très bien, je dis pas. Mais les gens qui viennent sur votre site, ils ont une image visuelle de qui vous êtes, comme ça, et quand ils vous appellent, ils ont cette image visuelle en tête. Mais si on va encore plus loin, et si une vidéo allait rendre le premier échange immédiatement plus facile. Imaginez la personne qui vient sur votre page à propos, et qui va voir une vidéo où c'est que vous présentez vos valeurs. Vous êtes assis dans votre jardin ou bien à votre bureau et vous expliquez pourquoi vous avez monté votre boîte, vous expliquez ce que vous voulez apporter à vos clients, vous expliquez ce qui est vraiment important pour vous, quels sont les travaux que vous avez réalisés dont vous êtes le plus fier. Vous avez une voix, vous avez une tête, vous avez des valeurs, vous avez un ton, vous avez des partis pris, vous avez des choses de ce coup qui émanent de ça, pas juste une photo. Et quand vous appelez la personne, il y a de grandes chances que vous tombiez sur cette personne-là. Et du coup, si l'empathie, elle est née de cette vidéo, c'est que si vous êtes senti, je sais pas, touché ou bien intéressé par ce que la personne a dit, si vous avez trouvé que la personne a du charisme, si vous avez trouvé que la personne elle était drôle, si vous avez quelque chose qui vous a finalement fait un petit déclic, eh ben, ça va être beaucoup plus simple de la contacter. Je vais vous donner un exemple, moi, en prenant ma chaîne, par exemple. Si on prend ma chaîne YouTube, on voit que ça fait depuis quelques mois déjà que j'ai relancé, que je mets plein de vidéos, qu'on voit ma tronche partout. Si les gens ne me connaissent pas et qu'ils veulent venir travailler avec moi et qui découvrent ma chaîne, ils auront déjà une idée claire un petit peu de mes valeurs, de comment je travaille, de ce que j'insiste qu'il faut faire sur un site internet, et puis aussi simplement de ma voix, de ma tronche, de ma façon de parler, du fait que je bafouille, du fait que je parle trop vite, du fait que j'utilise des expressions du genre c'est parti mon kiki. Eh ben, ils ont déjà une idée de ça. Peut-être que ça va leur faire filer de l'urticaire, ils n'auront pas envie de travailler avec moi, ou peut-être qu'au contraire, ils auront ce sentiment de proximité qui va aider à faciliter le premier contact. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais vous avez peut-être déjà eu ces premiers appels avec des clients où c'est qu'il y avait un malaise qui venait peut-être de vous ou de lui, mais ça venait simplement du fait qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Et parfois, les personnalités, elles ne s'alignent pas. Et la vidéo, pour moi, c'est un bon moyen déjà de dire, OK, on va filtrer, on va préqualifier sur la base de la personnalité.
Après, pour les vidéos, on peut faire beaucoup plus, hein. On peut aussi vous mettre en vidéo pendant que vous êtes en train de faire un travail spécifique, ou vous présenter une étude de cas en vidéo, ça peut être super efficace. La vidéo, c'est un truc qui est hyper fort. En plus, finalement, d'humaniser tout ça, il y a aussi des avantages en termes de référencement, c'est-à-dire que la vidéo va favoriser la rétention sur le site. La personne qui regarde une vidéo pendant 2-3 minutes va passer du temps sur votre site internet, et ça, c'est des signaux qui sont très positifs pour Google. Alors, on va pas entrer franchement dans ce sujet-là, mais pour dire que ça ne gâche rien. Et pour moi, c'est encore plus important si vous êtes la voix finalement de votre entreprise. Si la personne qui vous contacte va forcément témoigner sur vous. Donc vous êtes indépendant, vous êtes thérapeute, coach, vous êtes une seule personne. D'accord. Et ça peut être aussi, si vous êtes deux associés, par exemple, une vidéo, c'est que vous vous montrez les deux. Ou une vidéo, c'est que vous êtes en équipe à 3 ou 4 et que vous présentez un petit peu vos valeurs. Ça, la personne, elle a déjà une idée. Ah ouais, alors lui, il s'occupe de ça dans le projet, lui, il s'occupe de ça, lui, il s'occupe de ça, etc. L'idée, c'est de montrer son énergie, ses valeurs directement. Et ça crée de la valeur, mais ça crée aussi déjà un lien, une connexion immédiate. Bon, le site informe, il qualifie, il rassure, il humanise, mais tout ça, ben, ça ne vous crée pas des clients. Hein, ça fait un bon travail de fond, mais il faut le dernier élément, celui qui va faire le déclencheur final, c'est celui qui va concrétiser la demande, c'est le formulaire de contact. Le formulaire de contact, je le dis souvent, il n'est pas juste là pour éliminer la friction et pousser les gens à vous contacter. Il est aussi là pour faire un travail de qualification. Le formulaire classique, c'est nom, email, message. D'accord. Ça, c'est très ouvert. Il n'y a aucune qualification là-dedans. Tout le monde a un nom, tout le monde est prêt à mettre un email et tout le monde a un mot à dire. On espère en tout cas. Et si en plus le site internet derrière est pas très complet parce que vous avez voulu être minimaliste et pas trop embêter la personne en lui expliquant des trucs, et bah du coup, la personne, quand elle va venir sur ce formulaire pour vous poser une question, elle va avoir l'impression d'être sur quelque chose d'hyper neutre et elle n'aura pas ce sentiment que derrière, elle va avoir des retours ou que ça va être vraiment réactif. Et à mon avis, le formulaire tel qu'il est présenté là, c'est vraiment une occasion manquée de qualifier les gens, de demander des questions qui sont vraiment pertinentes et utiles pour vous. Hein, quel est le type de projet que vous avez besoin, quel est votre budget, dans quel secteur vous travaillez. Vous pouvez mettre jusqu'à 6 ou 7 champs supplémentaires. Évidemment, c'est toujours un jeu d'équilibre, il ne faut pas mettre trop de champs, mais en même temps, il faut mettre les champs dont vous avez besoin et qui vous pensez avoir vraiment de la valeur pour vous, mais aussi de la valeur pour qualifier. Parce que si vous mettez, par exemple, dans la taille de votre entreprise, la personne peut choisir la taille de votre entreprise, que les options commencent à 10 personnes, toutes les entreprises en dessous de 10 personnes ne vont pas vous contacter. Même chose pour le budget. Si le budget commence à 3000 balles, et que vous, que la personne pensait pouvoir faire le projet pour 1000 francs, elle va se dire « Ah bon d'accord, ça ne m'intéresse pas ». Il y a une manière de cibler déjà qui vous permet de dire le formulaire de contact ferme déjà la porte à certaines personnes. Évidemment, laissez un email ou un numéro de téléphone où vous pouvez, ça permet aux gens de vous contacter en direct, mais le formulaire de contact qui fait déjà ce travail-là, ça peut donner un très gros indicateur à la personne. J'ai d'ailleurs à ce sujet-là une vidéo complète sur le sujet qui vous explique exactement ce que je vous conseille de faire sur une page contact pour améliorer la qualification et les conversions. Ensuite, un autre élément important du formulaire, c'est qu'il doit faire ce travail aussi d'expliquer ce qui se passe après. Donc très rapidement, donner des indications de qu'est-ce qui va se passer quand on m'a contacté. Pour ça, vous avez la première chose qui est le bouton que la personne va cliquer pour vous contacter. On peut très bien mettre envoyer ou me contacter, mais c'est un peu générique et ça ne donne pas l'impression qu'on va faire une action concrète. Ce que je trouve mieux, c'est de dire d'écrire mon projet, c'est de dire démarrer, c'est de dire prendre rendez-vous, de faire quelque chose d'un petit peu concret. Puis ensuite, en dessous, un petit mot qui dit clairement qu'est-ce qui va se passer après. On reviendra vers vous rapidement pour organiser un premier rendez-vous, etc., etc. Quelque chose qui dit clairement qu'on prend une action et qu'il y a une réponse derrière. Et un élément qu'on néglige beaucoup trop, à mon avis, c'est une fois que la personne a envoyé ce message, on a toujours l'impression que le travail est fini. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne réponse derrière pour la personne. La première chose, c'est les réponses automatiques, oui, mais pas une réponse automatique neutre, du genre « merci pour votre demande, voilà le récapitulatif ». Essayez autant que possible dans cette réponse de déjà donner des informations un petit peu complémentaires. Pour le premier rendez-vous, vous aurez besoin de ça, dans 2 jours, on vous reprend contact avec vous par rapport à ça. Rassurez que la personne, elle n'a pas fait une demande dans le vide. Parce que là, elle vient de cliquer sur envoyer, et dans une situation, c'est qu'elle est un petit peu hypée par la situation. Elle se dit « ah, j'ai demandé à ce gars-là un devis pour tel projet ». Donc du coup, si vous pouvez lui faire une réponse, c'est que déjà, vous lui dites clairement, nous, dans 2 jours, on revient vers vous, bah, ça va le rassurer. L'autre élément qui peut être vachement bien, c'est que vous pouvez faire un email automatisé avec l'IA. Ça se fait de plus en plus, c'est un email en fait qui va prendre le contenu de ce que la personne a demandé et lui faire une réponse un petit peu personnalisée du genre bonjour, on a sur votre demande, je vois que vous êtes intéressé par ce service en particulier, c'est typiquement le genre de projet qu'on fait, n'hésitez pas à me poser des questions en répondant à cet email. De notre côté, nous on est en train de préparer une réponse plus détaillée, on revient vers vous rapidement. Et l'autre chose qui est importante, c'est que si vous faites ce genre de réponse automatisée, la personne elle se dit le gars il a vu mon mail, il a répondu dans les 5 minutes, c'est génial. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça pratiquement, ou très très peu de prestataires le font. Et vous pouvez le faire sans forcément que ce soit vous qui vous engagez à le faire manuellement à chaque fois. Et avec l'IA très bien cadré, je ne dis pas, vous pouvez avoir des résultats qui sont très très efficaces.
Et derrière, évidemment, une fois que vous avez fait ce travail de réponse automatique, vous répondez vite. La personne, elle est peut-être en train de faire des demandes chez plusieurs prestataires en même temps. Et le premier qui répond, qui offre une solution qui est acceptable, on va dire, il a souvent gagné. Parce que une fois qu'on a eu un premier échange, qu'on a déjà fait ce premier travail et qu'on s'est déjà engagé avec quelqu'un, c'est souvent plus difficile d'aller vers un autre prestataire, même s'il nous intéresse peut-être un peu plus. Parce qu'il y a déjà de l'énergie qui a été mise dedans, mais en plus, on s'est déjà un peu engagé. Donc c'est plus difficile d'aller voir ailleurs quand on a déjà été hameçonné par quelqu'un. Essayez d'être le premier, en fait, à jeter le hameçon pour vraiment bien attraper le lead. Bon, ces 8 éléments ensemble, c'est ce qui fait que votre site travaille à votre place avant que vous décrochiez le téléphone, hein, ou que vous répondiez à un email. Mais il y a un neuvième point qui est peut-être plus critique que tous les autres, c'est celui sur lequel votre contenu finalement peut potentiellement n'avoir aucune valeur réelle. C'est le fait d'écrire du contenu pour une cible précise. Si vous écrivez tout ce contenu sans vraiment savoir à qui vous parlez, tout ce que je vous ai dit sur la qualification, ça devient difficile. Parce que comment vous pouvez qualifier des clients quand vous essayez finalement de parler à tout le monde? Si vous définissez bien votre cible, vous savez exactement pour qui vous travaillez et pour qui vous ne travaillez pas. Il y a beaucoup d'entreprises, elles ont peur de se nicher, ou en tout cas de se cibler, comme si c'était un moyen d'éliminer tous les clients autour de soi. Ou alors ils ont l'impression que c'est quelque chose de très complexe. Et moi, je vous dis qu'en 30 minutes, de manière très pragmatique, avec un fichier Excel, sans réinventer la roue, vous pouvez le faire. Une vidéo qui explique exactement comment faire ça juste ici. On se voit là-bas.